9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy dans un instant. Vous aussi, votre avis sur la visite et la réception à l'Elysée d'un ancien djihadiste, président par intérim de la Syrie. Qu'en pensez-vous? Et puis on dira un mot de football, hein. Ça ne plaira pas à Elisabeth Lévy, mais quand même ça plaira peut-être un petit peu plus à Thomas Guénolé. Je ne sais pas. Bonjour Thomas. Bonjour, comme vous le savez, je suis supporter du Stade de Brest, donc oui, du Stade de Brest. Oui, non mais c'est vrai. Bon, sauf que là, le Stade de Brest, il se débrouille pas trop mal quand même. Ouais. Juste avant, c'est quand même juste avant, ça va vous intéresser. Elisabeth Borne souhaite faire de la discrimination positive pour les filles en études scientifiques, parce qu'il y a une pénurie d'ingénieurs et de chercheurs en sciences. Elle veut lancer un plan filles et maths. Louis de Kergorlet. En quoi ça consiste alors? Elle veut même forcer le destin, c'est ce qu'elle est confiée dans une interview aujourd'hui au journal Les Échos. Donc elle va lancer ce plan filles et maths afin que les femmes soient plus représentées à terme dans les carrières études scientifiques. Une manière de lutter contre les stéréotypes de genre à l'école. C'est vrai qu'on dit souvent les filles sont plus consciencieuses alors que le garçon sera plus brillant. Objectif pour Elisabeth Borne, arriver à 50% de lycéennes d'ici 2030 en spécialité maths en terminale, sans pour autant perdre de garçons. Autre objectif pour le supérieur cette fois d'Elisabeth Borne, 30% de filles en classe préparatoire scientifique d'ici là aussi 2030. Pour ce faire, la ministre de l'Éducation nationale va rencontrer les directeurs des meilleurs établissements français. D'un point de vue législatif, Elisabeth Borne n'exclut pas d'avoir recours à une loi sur le critère de ce qui existe déjà, par exemple, dans les critères sociaux. Des premières expérimentations seront engagées à partir de l'année prochaine, puis elles devraient être généralisées en 2026-2027. Bon, qu'en pensez-vous? Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, d'un mot. Il se trouve que j'enseigne à Centrale Supélec, donc je connais bien le sujet. Je donnais un cours pas plus tard qu'avant-hier. C'est un assez grand amphithéâtre. Je peux vous dire qu'il y avait approximativement 40% des étudiants qui étaient des étudiantes. 40%. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc en fait, je voulais juste dire à Elisabeth Borne, si elle nous entend, que les classes prépa, je ne sais pas, mais en tout cas, une fois qu'on arrive au stade des grandes écoles scientifiques, dans les salles de classe et les amphithéâtres, en fait, ça va beaucoup mieux qu'à l'époque où moi j'étais étudiant. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de filles qui font des études scientifiques, et tant mieux. Vous voyez, la société change toute seule, sans qu'on ait besoin d'ériger des règles stupides qui vont encore faire des femmes une sorte de minorité protégée. J'en ai assez. Nous ne sommes pas une espèce à protéger, d'accord? Nous sommes des citoyens égaux, et je commence à en avoir assez de ces mesures pour câliner les femmes. Vous voyez bien qu'en réalité, l'écart qui était réel il y a 25 ans, parce que toutes les filles, les jeunes filles, n'accédaient pas aux mêmes études, parce que dans les familles où il y a 30 ans, même pas d'ailleurs, bien avant, parce que moi, à mon époque, c'était déjà plus le cas. Donc ces générations-là, elles sont déjà... Ça y est, c'est fini, c'est en train de se résorber, et par ailleurs... C'est en train de se résorber, la seule chose qu'il y a à faire, si vous voulez, mais je crois quand même que c'est fait, c'est simplement de dire aux jeunes filles, vous avez le droit de tout faire, au cas où ça vous aurait échappé, au cas où vous ne le sauriez pas, vous avez le droit de tout faire. Pour le reste, on va quand même pas, dès le début, leur mettre de la discrimination positive et des quotas, mais on est dingue. Ça existe déjà, les quotas. Et ça a très mauvais résultat. Non, mais par exemple, vous savez qu'il y a les mécanismes de parité dans les partis politiques pour féminiser davantage le personnel politique. Notamment les élections municipales, là, vous avez vu, il faut qu'il y ait 50%. Si on avait attendu, dans les petites communes, ça pose un problème d'ailleurs. Si on avait attendu que le système politique, que la classe professionnelle politique se féminise toute seule, on pouvait attendre encore longtemps. Alors je ne veux pas... Je suis d'accord sur l'idée qu'il faut introduire des mécanismes contraignants que quand on ne peut pas faire autrement. Je suis d'accord avec ça sur le principe général. Après, à partir du moment où il existe objectivement et qu'on peut les quantifier des discriminations envers la population féminine, je trouve tout à fait normal, à titre provisoire, le temps de corriger ce déséquilibre, de mettre en place des mesures effectivement de discrimination positive. Il n'y a pas de discrimination. Une discrimination, c'est dans la loi. Il n'y a pas de discrimination. Non, c'est pas vrai ça. Il n'y a pas de discrimination d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des femmes partout. Excusez-moi, aujourd'hui, dès qu'on cherche quelqu'un pour un poste, il faut une femme. Arrêtez avec ces histoires de discrimination. Il y a des discriminations envers les hommes aujourd'hui. Je suis désolé, il y a aujourd'hui, sur un poste public, par exemple, très en vue, les hommes ont zéro chance parce qu'il faut mettre des femmes. Et je peux vous donner 15 exemples. Tout l'audiovisuel public, il n'y a que des femmes, par exemple. C'est marrant quand même. Ça corrige un déséquilibre qui a duré des années. Il y avait peut-être un déséquilibre.
libre. Et alors donc vous allez corriger. Non mais c'est extraordinaire l'injustice aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire sur la parité. Parce que si vous allez regarder, qu'est-ce qu'on a fait? On a viré, dans certains cas, des jeunes gens brillants pour mettre des dames moins compétentes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient des femmes. Et ça, c'est anti-féministe au dernier degré. Les femmes ne doivent pas être jugées sur d'autres critères que leurs compétences, leur travail, comme tout le monde. Ça s'appelle la méritocratie. Tu renverses le problème, c'est-à-dire qu'à compétence égale, on va plutôt recruter un homme qu'une femme statistiquement. Et donc là, il s'agit juste de corriger ce déséquilibre en recrutant davantage de femmes à titre provisoire, le temps d'arriver à 50-50. Vous êtes en train de me dire, c'est quand même moi la femme des deux. Excusez-moi, je commence à en avoir assez que vous me disiez tous les 4 matins qu'on est des victimes. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'il existe des discriminations, c'est tout. J'ai jamais parlé de victimes. On a compris effectivement. Non mais c'est juste un tout petit peu pour revenir quand même d'un mot sur ce sujet. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de bon sens. Quand vous discutez avec beaucoup de jeunes filles qui sont au lycée, voilà, etc., au collège, elles aiment les maths autant que les garçons. Mais il y a une matière qu'elles n'aiment pas, et c'est ce qui les prive souvent de ces études scientifiques. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais d'ailleurs, il n'y a pas que les filles, c'est la physique et la chimie. C'était mon cas d'ailleurs. Et bah oui, et pour beaucoup, c'est la chimie, moi. Bah oui, mais et pour beaucoup, c'est rédhibitoire. Résultat, non mais pour beaucoup, c'est rédhibitoire. Résultat, elles ne vont pas dans ces classes beaucoup plus scientifiques parce qu'elles aiment moins. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être dans le choix en fait des matières à enseigner, parce qu'après la physique et la chimie, ça d'enseigner. Il y a la façon d'enseigner. Oui, mais c'est pas. Non, mais vous présupposez qu'il y aurait une spécificité féminine du cerveau féminin qui ferait qu'elles aiment. Vous avez parlé d'aimer, pardon, Patrick. Donc, oui, c'est vrai. Vous présupposez, et que, très bien, peut-être que ça existe, je ne dis pas du tout que ça n'existe pas. Ça existe peut-être, je n'en sais rien. Mais vous n'aimiez pas. Mais si elle existe... Pourquoi faudrait-il la corriger? Pourquoi faut-il plus corriger la nature? C'est pas corriger la nature, c'est de voir en fait dans l'orientation, de se dire qu'il peut y avoir des filles que l'on accompagne et que l'on développe sur les maths, mais peut-être qu'on se dispense un peu plus de physique et de chimie. Ah bah très bien, vous allez former des ingénieurs mais il n'y a pas forcément de besoin d'avoir dans certaines matières des ingénieurs en chimie, en physique. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais il est juste. Vous en reparlerez, allez voir. Non, mais allez voir, vous allez encore une fois, à l'heure où on parle déjà dans les grandes écoles je peux dire que vous avez deux filles brillantes. Je l'ai vu de mes yeux avant-hier. Vous voyez, en amphithéâtre, il y avait à la louche, à vue de nez, je l'ai vu de mes yeux. Oui, 40%. Qui étaient des filles. C'est une bonne chose. Voilà, donc il s'agit juste de décloisonner l'horizon des possibles. Il faut aussi que dans les écoles d'infirmières, peut-être il y a 50% d'hommes, alors au fait. Va peut-être falloir faire ça. C'est Elisabeth Borne qui disait il y a quelques semaines, je crois, qu'il y a un problème de construction des préjugés assez tôt chez les enfants. Et donc, l'idée qu'il y ait des métiers réservés aux garçons ou réservés aux filles fait partie des clichés et des préjugés contre lesquels il faut davantage de pédagogie. Ça me paraît une bonne idée, oui, effectivement. Mais bon, tout ça s'est construit de façon aussi empirique. C'est pas un hasard aussi, non ? Moi je pense quoi. Il y a tout ça, c'est-à-dire qu'il faut ajouter. Ça a quand même à voir avec la différence des sexes à un moment de l'évolution. Est-ce que c'est une bonne idée de recevoir donc le président syrien qui est un ancien djihadiste à l'Élysée par Emmanuel Macron? 0826 300 300, c'est Raphaël de Cachan qui est avec nous et vous allez en discuter aussi Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. Bonjour Raphaël. Bonjour Patrick, bonjour Elisabeth, bonjour bonjour. Bonjour. Alors effectivement, c'est assez curieux parce qu'effectivement ce nouveau dirigeant syrien a quelques casseroles derrière ses faits de djihadistes dans les années 2000. C'est assez particulier. Si on regarde la tradition française, apparemment, ça ne serait pas nouveau. Chirac avait reçu Bachar el-Assad avant qu'il soit président à l'Élysée. Sarkozy a fait de même avec Kadhafi. On pourrait penser que le président Macron s'inscrit dans cette lignée-là. Cela dit, avec le président actuel, on ne sait jamais vraiment quelle est la ligne qui est suivie réellement. Donc, moi je pense que tant que les faits ne sont pas clarifiés sur les massacres qui ont eu lieu lors de sa prise de pouvoir, parce qu'il a été nommé, il n'a pas été élu. Je pense qu'il il s'est précipité en recevant peut-être un nouveau dictateur. Voilà, on ne peut pas être certain. Non, mais merci Raphaël de votre réaction. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, d'un mot. Elisabeth ? Alors, moi je suis assez partagée, parce que là, on va très loin.
on a déjà notre auditeur, pardon, c'est Olivier Raphaël, pardon, a déjà rappelé plusieurs épisodes, Kadhafi à l'Élysée, et si on parle qu'avec des démocrates bon teint, on va se retrouver un peu seul. Là, on va quand même très loin parce que ce gars semble avoir du sang français sur les mains, et surtout, il n'a pas donné, bon, admettons, si vous voulez, de toute façon, on fait avec ce qu'on a. Mais il n'a donné aucun gage depuis qu'il est là. Il y a eu un pogrom des Alaouites et des Druzes. Si vous voulez, il nous donnait aucun gage que ça allait changer. Et ma deuxième objection, c'est que si on regarde tous les exemples qu'a donné Raphaël, si ça nous servait à quelque chose, si ça permettait à la France d'être une grande puissance dans cette région, d'être vraiment écouté en Syrie, etc. On a fait des courbettes au Hezbollah. Pourquoi ? Pour quel résultat? Donc, c'est ça le problème, c'est que... Oui. Et sur le symbole, juste dernière chose, recevons-le, mais dans la cave, quoi. On n'est pas obligé de l'accueillir à l'Élysée en grande pompe, ou en petite pompe. À Versailles? Voyons. Thomas Guénolé. Oui, alors là, je prends ma casquette de prof de relations internationales. C'est-à-dire que quand on reçoit un chef d'État, on ne reçoit pas sa personne. On ne reçoit pas son CV, on ne reçoit pas son parcours individuel ou ses idées. On reçoit l'État qu'il représente à travers sa personne. Et donc, c'est pas monsieur Emmanuel Macron qui reçoit l'actuel président par intérim de la Syrie. C'est la France qui reçoit la Syrie. Et donc, une fois qu'on a ça à l'esprit, c'est simplement, un processus diplomatique dans lequel, par l'incarnation de leurs chefs d'État respectifs, deux États se rencontrent et discutent. Et donc, c'est totalement normal et, à mon avis, il est juste totalement absurde de mettre là-dedans des questions d'approbation ou de désapprobation de ce que fait tel ou tel chef d'État. On a le droit d'avoir son opinion, mais c'est hors sujet. Non, mais après, c'est hors sujet, sauf qu'il y a quand même des faits. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a du sang sur les mains, Daesh, Al-Qaïda. Ne l'oubliez pas. Mais absolument. Ne l'oubliez pas. Donc, est-ce qu'on le reçoit à l'Élysée, sachant toutes les victimes qu'il y a eu, bien sûr. Et Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Là, on est en fait sur. Et Castro, à l'époque où il y avait la persécution des homosexuels à Cuba. Non, mais quelqu'un qui vient d'accéder en fait à ce pouvoir, qui commet en fait, il y a encore des exactions dans le pays, qui a renversé en fait un pouvoir. On n'était pas d'accord, mais avec l'ancien régime. Mais tout de même, est-ce que, comme je le dis, Elisabeth, il faut le recevoir à l'Élysée? Mais justement, avec un tapis rouge. Mais il n'y aura pas de tapis rouge. Non, il n'y aura pas de tapis rouge. Mais on n'est pas en train de parler d'accueillir quelqu'un à dîner chez vous. Non, quand vous dites c'est la France, c'est non, vous confondez. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une question. Mais justement, vous confondez, je vous le dis. Mais simplement, vous confondez le registre de l'approbation. Voilà, vous confondez. Merci. Vous confondez. Moi, j'ai quand même une question. C'est pas une réception à titre personnel. C'est deux États qui se rencontrent. Vous avez vos opinions personnelles sur le gouvernement. C'est la Syrie. Moi, j'ai une question à laquelle on peut comprendre que certains. C'est la France. J'ai une question à laquelle vous n'avez pas répondu. La première, il y a quand même une limite, c'est-à-dire malgré tout, il y a des chefs d'État qui ont été mis au banc absolument des nations. Vous recevriez avec un peu plus d'hésitation le Nord-Coréen, par exemple, je vous assure. Mais vous n'avez pas non, pas vous. Si j'étais moi, chef de l'État, le président Macron, le président, je parle du roi là, pas de Monsieur Macron. Et la deuxième chose, vous ne m'avez pas répondu sur un point et vous n'allez pas pouvoir le faire, c'est dommage. Si, je vais le faire. Parce qu'à cause du temps, sur le fait que moi, j'attends de voir les bénéfices que nous tirons de, si vous voulez, ça, ce sera après. Allez, on va continuer dans un instant. Juste avant, tiens, toute petite parenthèse pour vous, la fan de football, Elisabeth Lévy. Est-ce que le Paris Saint-Germain va aller en finale de la Ligue des Champions? Les Parisiens qui reçoivent Arsenal et qui pourraient rencontrer donc l'Inter de Milan. Vu son budget, s'il n'y arrive pas, il y a vraiment du monde à virer. Ah oui, c'est ça. Baptiste est avec nous de Boulogne-Billancourt, juste à côté du Parc des Princes. Je vous remercie de m'avoir fait la parole. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Vous êtes supporter du PSG, hein, mon cher Baptiste. Oui. Bon. Le PSG va passer ce soir ou pas? Oui, je pense que le PSG va passer. Je pense que les années où on avait peur pour le PSG sur les matchs retour de Ligue des Champions est derrière nous. Donc je pense que ça va passer bien tranquillement et ça annonce une belle finale entre l'Inter de Milan et le PSG. Oui, l'Inter de Milan, oui, c'est vrai, parce que l'Inter de Milan a terrassé le Barcelone hier soir, au terme d'un match très spectaculaire. Les amateurs de foot, alors vraiment, en ont eu pour leur argent leur abonnement Canal+, quoi, pour le coup, quoi.
Bon, merci mon cher Baptiste. Et évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le PSG du Qatar, on est quand même plutôt derrière cette équipe ce soir face à Arsenal. Dans un instant, on continue. Elisabeth Lévy, Thomas. Je suis pour Arsenal. Hein. Ah, vous êtes pour Arsenal? Oui, complètement. Toujours Thomas Guénolé. C'est pas ma faute, c'est fou du beau foot. Contradiction. Voilà, l'esprit de contradiction face à quelqu'un qui n'a pas l'esprit de contradiction du tout. Hein. Ah non, voilà, pas du tout. Connu, Elisabeth Lévy. Ah non, c'est connu. Oh là là. Allez, dans un instant, on poursuit. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. On va aller sur l'islamophobie dans un instant. Et puis il y a aussi des clivages dans la société française, on va les aborder. Tiens, il y a un clivage aussi, même en politique. Hein, bien sûr. Et il y a ce livre qui fait beaucoup causer, l'enquête. Une enquête qui, sur LFI, et notamment le couple Mélenchon-Chikirou, qui drive complètement, qui conduit, chasser cet anglicisme, c'est pas possible, qui conduit évidemment à LFI. Alors, deux journalistes qui ont réalisé cette enquête. Déjà, il y a des réactions, notamment au sein de LFI. Écoutez, tiens, c'est Bompard dans un instant. Oui, c'est Bompard que nous avons. Hein. Le lieutenant. Un collage de ragots, de fausses informations. J'ai détecté à peu près à toutes les pages des informations qui sont des informations inexactes. Par exemple, dans ce livre, j'ai lu qu'à un moment, Jean-Luc Mélenchon se serait adressé à moi en me disant « Manuel Bompard, achète-toi un cerveau ». Bon, alors comme Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça, j'ai pris ça comme une invention. Oui, il a pris ça comme une invention, mais il y a beaucoup de témoignages donc qui dit vrai. En tout cas, cet ouvrage se penche sur le fonctionnement de la France insoumise, qui est tourné vers son fondateur, Jean-Luc Mélenchon, et il n'y a qu'une parole, il n'y a qu'une voie à suivre. Alexis Corbière et puis d'autres en ont fait les frais. Il faut le dire, Thomas Guénolé, vous-même, vous avez à un moment été moi, à LFI. Pendant 1 an et demi, j'ai été compagnon de route de la France insoumise. Ce n'est un secret pour personne. Ouais. J'ai fait ensuite un livre pour décrire ce que j'avais vu de l'intérieur, c'est-à-dire ce que j'estimais être un fonctionnement dictatorial et orwellien. Et donc, quand ce livre sort, à titre personnel, je n'apprends absolument rien de nouveau. Ouais. Ça, c'est la première chose. Après, je pense, vu que Jean-Luc Mélenchon est en train de s'en prendre plein la gueule, je vais, moi, plutôt prendre sa défense. C'est-à-dire qu'il a un caractère de cochon, il est agressif, il est colérique, il est franchement paranoïaque, oui, mais ça justifie pas un tel niveau de Mélenchon bashing. Il s'en prend plein la gueule tout le temps. C'est complètement dingue quand on y réfléchit 2 secondes. C'est de la folie. C'est-à-dire que moi, je pose la question pour qu'il soit traité comme à ce point un monstre agressif et dangereux. Il a tué quelqu'un. C'est la réincarnation d'Attila. Il a envoyé des gens au goulag. Enfin. Faut se calmer, en fait. Je veux dire, c'est quelqu'un, effectivement, qui, très souvent, parle mal aux gens. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Sauf qu'il se trouve que, pour vous dire le fond de ma pensée, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Dans ce contexte-là, à titre personnel, dans mes engagements, tout homme qui combat sérieusement l'extrême droite est mon frère d'armes. Et moi, je ne tire pas contre un frère d'armes. D'accord. Voilà, c'est très clair. Si vous avez été à l'intérieur et vous avez vu, ce sont des régimes dictatoriaux. Il faut quand même... Ah non, maintenant, là, je réponds. Thomas Guénolé, chacun ses arguments. Je suis quand même sidéré qu'on me parle de Mélenchon, si vous voulez, j'aimerais savoir. Et surtout pour finir sur l'extrême droite. Je ne sais pas comment Thomas Guénolé, vous parliez de Jean-Marie Le Pen il y a quelques années, si vous voulez, mais Jean-Marie Le Pen a mis beaucoup moins en danger la République en général et les Juifs en particulier que votre ex-ami, Monsieur Mélenchon, à qui vous trouvez tout d'un coup des vertus parce que les gens disent la vérité sur lui. Premièrement, si vous voulez, ces gens... Une vérité. Non, écoutez. Je ne sais pas. Est-ce que je peux juste défendre un point de vue sans être juste à chaque fois sommé d'en changer? Je ne vais pas en changer, non. Ça n'est pas. Quand il y a autant de témoignages, parce que rappelez-vous, au moment du complément d'enquête, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dévoilées sur la jeune Chikirou, gracieuse, et sur les SMS qu'elle envoie.
je fais confiance à mes confrères de Libération. Si vous voulez, quand ils ont publié 2 pages avec les SMS que Chikirou, parce qu'en plus il y a des histoires de femmes autour de tout ça, envoyait, si vous voulez, le niveau de violence, d'invective, etc. Nous avons affaire à un parti qui fonctionne un peu le centralisme démocratique en moins, mais sur la façon dont les dissidents sont traités, ça rappelle vraiment le stalinisme. Et je finis en disant que, au-delà de ça, vous n'avez pas besoin d'un livre pour savoir que M. Mélenchon est aujourd'hui un danger pour la France. Un véritable problème parce qu'il a des électeurs. Je vous le redis, si des Juifs partent aujourd'hui, ça n'est certainement pas à cause de quoi que ce soit de que vous appellerez l'extrême droite, je pense que c'est une légitimation morale pour l'autre camp, c'est à cause de cette islamo-gauche qui pactise, d'accord, qui est en train d'emmener la France dans le mur. Et si je me tire de ce pays un jour, ce sera à cause d'eux. Je vous le dis. Vous envisagez de quitter le pays? Oui, je ne finirai pas ma vie, si M. Mélenchon serait élu, je ne finirai certainement pas ma vie, en dehors des dingueries économiques, de ceci, de cela, avec un général Tapioca complètement, si vous voulez, qui a quitté terre à la tête de ce pays, qui pactise avec les islamistes, qui entretient, même s'il ne le partage pas forcément, l'antisémitisme. Pour moi, on est... Thomas Guénolé. Je suis pas venu pour rien. Grâce à Elisabeth Lévy, j'apprends que Jean-Marie Le Pen n'a pas été particulièrement une menace pour les Juifs de ce pays. Ils seront heureux de l'apprendre. Ils seront heureux de l'apprendre quand on se souvient que Jean-Marie Le Pen vous a expliqué que les chambres à gaz n'existaient pas. Et par rapport à l'idée... C'est un point de détail. Si. Non. Et donc, un point de détail. Et donc, par ailleurs, enfin, c'est quand même complètement dingue que ce soit Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui se retrouvent à être accusés du problème d'antisémitisme dans ce pays. Parce que... il y a de l'ambiguïté dans les propos. Attendez. C'est fou, c'est la paille et la poutre, vous savez. Vous receviez un ecclésiastique tout à l'heure. C'est la paille et la poutre. C'est-à-dire que vous avez un député du Rassemblement national qui s'appelle Frédéric Boccaletti, c'est l'ancien propriétaire d'une librairie qui était spécialisée dans la vente de livres antisémites et négationnistes. Il n'est pas LFI, que je sache. Je vous prends un autre exemple. Que les enfants juifs ont quitté les écoles de Seine-Saint-Denis. Je parle, c'est mon tour. Non, c'est mon tour. Vous avez 2 lieutenants de Marine Le Pen, Axel Lousteau et Olivier Duguet, qui ont littéralement assisté à une manifestation néofasciste avec les drapeaux, en plein Paris. Ils sont à LFI, ces 2 lieutenants-là. Bon. Et Bardella, le fameux Jordan Bardella, vous savez, le mannequin politique, il a été l'assistant d'un négationniste sur l'existence des chambres à gaz et de la Shoah qui s'appelle Jacques. Je vous le dis. Et on nous explique que le problème d'antisémitisme dans ce pays, c'est la gauche. Mais il faut arrêter de délirer à un moment. Dans les prises de position. Alors écoutez, là, excusez-moi, il se trouve que je connais un peu... Non mais Elisabeth, vous avez entendu ce que je connais un petit peu le problème de l'antisémitisme. Alors je te le répète, je vous le répète, d'accord, pas un juif n'a quitté la France à cause du point de détail. Pas un. Vous pouvez aller en Israël, interroger tous les Français qui ont fait leur alia, les uns après les autres. Pas un n'a quitté la France à cause de Le Pen. D'ailleurs, certains... même ont voté pour lui. Deuxièmement, que vous soyez capable de nier en sortant je ne sais trop quel monsieur machin, monsieur Duchemol, si vous voulez, que ce qui est en train de se passer, d'accord, que les enfants juifs se font molester ou casser la gueule par les amis de monsieur Mélenchon, excusez-moi, qu'ils ont quitté les écoles publiques dans certaines régions, pas à cause de l'extrême droite, et que certains quittent le pays à cause de cette extrême gauche islamisée, si vous voulez pas le voir, c'est que vraiment, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, vous avez décidé en fait qu'il fallait que vous soyez le chevalier blanc de Mélenchon. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me consterne. Vous venez de dire, Elisabeth, qu'il y a des enfants juifs qui se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, des amis islamistes. Est-ce que vous avez un fait précis ou est-ce que vous racontez juste n'importe quoi? Vous avez dit des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Les mots ont un sens, donc vous allez me citer des amis de Jean-Luc Mélenchon qui ont cassé la gueule à des enfants juifs, je vous rends la parole. Des amis politiques. Écoutez Thomas, moi je ne débat plus dans ces conditions. Mais si vous racontez n'importe quoi, je suis obligé de le relever. Bon, écoutez, je ne débattrai plus dans ces conditions. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des islamistes. Quand je vous dis des amis de M. Mélenchon... Ah d'accord, donc vous avez bien dit n'importe quoi, c'est bien ce qui me semble. Non, c'est pas n'importe quoi. Les mots ont un sens. Qui a manifesté avec le CCIF, c'est moi.
Ouais. Qui a manifesté aux côtés de gens qui criaient... Non mais, qui C'est bien ce qui me semblait, c'est qu'en fait, vous utilisez des mots en vous foutant complètement de leur sens. Vous faites d'ailleurs la même chose avec l'islamophobie, mais ça, on va y revenir. Non, bon, allez, on y revient dans un instant. Sur Sud Radio, les débats sont animés. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. La vérité en face, oui, bien sûr. La vérité en face. Chacun, parfois, aussi a sa part de vérité. Jusqu'à 10h sur Sud Radio. Restez bien à l'écoute. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, c'est le débat avec des arguments de part et d'autre, de Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. Nous avons parlé de ce livre, l'enquête, la meute, sur Mélenchon et Chikirou. Il y a eu aussi un clivage entre vous deux aussi, à la suite de l'affaire Aboubacar. Hein, je rappelle, donc Cissé, qui a été donc assassiné dans une mosquée par un individu qui a été arrêté. D'ailleurs, le procureur l'autre jour a fait un petit point sur l'enquête. Je vous propose un petit extrait. Très rapidement, il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique. Les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparus comme profondément personnels, envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. Voilà, fascination morbide. Donc il y a eu, en fait, l'autre jour, on a dit que c'était un acte anti-musulman immédiatement. Vous-même, Thomas Guénolé, vous avez tweeté, en fait, en disant que certains, et dans les médias, avaient du sang sur les mains. Ce n'est pas ce que j'ai tweeté. Qu'est-ce que vous avez tweeté, alors ? Alors, de mémoire, ce que j'ai tweeté, c'est que en faisant en boucle de la propagande islamophobe dans ce pays, CNews et Pascal Praul en particulier ont une responsabilité morale dans la montée des actes islamophobes en France. Je l'ai dit et je le répète. Voilà. Ça, sauf que en fait, la procureure vous dit l'inverse. Là. Alors, c'est pas un acte. Attendez. Elle mène l'enquête. Non, c'est trop facile. Vous savez mieux que la procureure. Alors, écoutez, il faudra m'expliquer comment quelqu'un qui dit ton Allah de merde avant de buter quelqu'un, ça va pas être un acte islamophobe. Va falloir m'expliquer. Oui, c'est-à-dire que Thomas Guénolé. Non mais j'allais finir, c'est pas grave. Non mais c'est bien, mais en même temps, je suis là en fait aussi pour contrôler en fait un peu les débats. Sauf qu'il y a plein de témoignages et l'enquête le dit. Le type, il voulait buter quelqu'un, peu importe. Et donc, après, il est allé effectivement dans la mosquée. Mais peu importe, c'est tous les. Il a échangé sur la plateforme, etc. Il est allé dans une mosquée et il poignarde quelqu'un d'une cinquantaine de coups de couteau en disant ton Allah de merde, et vous allez m'expliquer que c'est pas un acte islamophobe, c'est-à-dire anti-musulman, c'est la même chose. Je veux bien qu'on soit dans le déni, mais il y a quand même des limites. Maintenant, sur la question de l'islamophobie, Elisabeth, je le disais tout à l'heure, je voudrais pas qu'on imagine que je lance des trucs au hasard. A redit lundi dernier chez CNews que le concept d'islamophobie était une invention de la République islamique d'Iran, des mollahs iraniens pour être plus précis. C'est pas la première fois qu'elle le dit. Or, il se trouve que la première mention en langue française du concept d'islamophobie, c'est en 1910, à une époque où les mollahs iraniens et la République islamique d'Iran n'existaient pas. Et donc, Elisabeth, il me semble que vous avez relayé sur un plateau à 1 heure de grande écoute une fausse information. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à le faire? Écoutez, d'abord, vous changez de ton. Vous arrêtez de vous adresser à moi comme si vous étiez mon professeur, parce que... c'est parce que vous dites beaucoup de conneries. Écoutez, je viens de subir, d'accord, un certain nombre d'énormités que vous avez dit sans piper, alors vous allez devoir faire pareil. Premièrement, le mot a été peut-être prononcé, ce concept a été évidemment popularisé et employé, instrumentalisé comme une arme idéologique par la République islamique d'Iran, par les frères musulmans, par le CCIF et par les amis de M. Mélenchon. Deuxièmement, l'islamophobie comme étant la critique de l'islam me paraît non seulement légale et autorisée, mais très souvent justifiée, parce que je trouve, et je l'assume parfaitement, que l'islam ne montre pas son meilleur jour très souvent ces derniers temps, ces dernières années, ces dernières décennies. Et on ne met pas tous les musulmans dans l'islam. Bien sûr, c'est l'islam. Et j'allais y venir. Ce qui est interdit, ce qui est criminel, c'est la haine des musulmans. Je mets au défi M. Guénolé de trouver chez les gens qui l'accusent de propagande islamophobe, parce que il relaie et il critique
l'islam tel qu'il existe dans notre pays, l'entrisme dans les clubs de foot, les femmes complètement voilées de pied en cap avec des gants, les petites filles, des petites filles voilées, je veux dire, tout ça existe, non? Il me semble, hein. La pression dans les quartiers, la pression sur ceux qui ne veulent pas faire Ramadan, la pression sur les juifs qui ont quitté. Donc il y a un certain nombre de faits que M. Guénolé ne voit pas. Il a le droit. C'est son droit, si vous voulez, mais moi, le déni, c'est quelque chose qui me frappe de plus en plus. Et ce que nous faisons dans cette émission... Non, je vais prendre le même temps. Oui. Donc, ce que nous faisons dans cette émission, d'accord, c'est effectivement très souvent de relayer des choses qui ont été tues pendant très longtemps, c'est montrer la progression d'un islam qui n'est pas l'islam que nous aimons et qui n'est pas toujours compatible avec nos mœurs, qui veut installer d'autres mœurs en France et qui fait souffrir d'ailleurs des milliers, des millions, des centaines de milliers, je ne sais pas, de musulmans, d'accord, parce que c'est pas parce que vous êtes musulman que vous n'avez pas le droit de vous habiller comme vous voulez, et, etc., etc. Donc cette pression existe à l'école. Enfin, il y a des parents qui vont engueuler voilà, il y a des professeurs qui ont été assassinés, ce que vous semblez oublier. C'est toujours au nom de cette même vision. Oui, nous avons le droit de le faire. Sur Cissé, très vite, j'ai, comme tout le monde, pensé à un acte anti-musulman. Parce que quand quelqu'un entre dans une mosquée, si vous voulez, j'ai pensé à cela. Et peut-être que c'est pas vrai, mais j'en suis encore assez étonné. Bien sûr. Et c'est possible qu'on entre dans une mosquée parce que c'est un lieu ouvert, en fait. C'est tout. Et que le type soit entré... Mais j'écoute l'approche et je constate que tous ces gens qui créent l'instrumentalisation sur le Saint Matin n'ont pas attendu une demi-heure pour accuser CNews et Pascal Praud d'être les responsables de cela. Alors moi je le dis publiquement, moi j'ai suggéré à Pascal Praud de porter plainte parce qu'il y en a assez, si vous voulez, de ces accusations permanentes et de cette... Pourquoi? Parce que non seulement c'est pas bien de nous accuser, mais en plus ça détourne le débat, c'est-à-dire que le véritable débat devrait être sur ce qui se passe. Non mais Thomas Guénolé, en une minute, ce que vient de dire Elisabeth Lévy. Alors Elisabeth Lévy vient encore d'exprimer une fausse information sur la définition de l'islamophobie. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le Larousse, l'islamophobie c'est l'ostilité envers les musulmans, c'est pas la critique de l'islam. Non, c'est l'hostilité, la haine à l'égard de l'islam. Non, à l'égard des musulmans. Je rappelle. Et la définition d'Elisabeth Badinter. Et la définition, si elle a plus d'autorité que le Larousse, je ne sais rien moi. Mais donc, ça c'est sûr. Je vous ai pas interrompu. La définition de l'ONU, par ailleurs, qui a une journée mondiale contre l'islamophobie qui est le 15 mars, c'est la peur, les préjugés et la haine envers les musulmans. Toujours pas la critique des religions. Donc quand Elisabeth Lévy parle de la critique de l'islam en tant que religion, moi il se trouve que je suis athée, en fait elle change de sujet. Elle déplace le sujet qui est le problème de la haine anti-musulmane dans ce pays. Sur Pascal Praud, encore la semaine dernière sur CNews, il vous a expliqué que les immigrés musulmans refusent de s'intégrer et que ça fracture la France. Non, il n'a jamais dit ça. Si, il a dit ça. Et donc ça, ce n'est pas de la critique de l'islam, ça c'est de l'hostilité envers les musulmans en tant que musulmans, et ça porte un nom. Ça s'appelle de l'islamophobie. Il a dit ça, et j'ai même spécifiquement coupé l'extrait pas plus tard que ce week-end. Bon, merci. Moi, je vous dis qu'en fait, la notion d'islamophobie, j'ai bien vérifié, c'est désigne des attitudes d'hostilité, de haine et à l'égard de l'islam. Et dans le langage courant, mon cher Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy, le terme est souvent utilisé pour désigner les mêmes attitudes à l'encontre de musulmans. Ok, vous êtes en désaccord avec le Larousse, mais c'est votre droit. Non. Mais c'est votre droit. Non. Je ne sais pas quelle est votre source. C'est une source en fait très officielle. Et après, laquelle? Évidemment, et après, évidemment, ça a été repris et parfois c'est déformé. Vous voyez bien que c'est quand même utilisé pour empêcher la critique de l'islam. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Gilles Grossman, Valérie Expert, avec la partie média dans un premier temps, et Jacques Legros qui va présenter son dernier JT de TF1 et qui sera là dans le studio. Merci. Bon 8 mai pour certains.